Bonsoir, installez-vous, ça va mal finir. Au programme ce soir, un enfant disparu. Une piste qu'on a décidé de ne pas traiter. Des siècles de faits remisés au grenier. Et de l'argent, beaucoup d'argent. Alors avant de commencer, je pose le décor. Supposons qu'on relâche un danger connu. Pas par erreur, mais plutôt par doctrine. Qu'on interdise ensuite aux gens de se défendre, de donner leur avis. Qu'on maquille l'historique. Qu'on efface les raisons qui avaient conduit à l'écarter. Et que l'on vous abreuve de jolis reportages et de belles histoires. Bref, que vous n'ayez plus la possibilité de penser autrement. Alors ce n'est pas une théorie, c'est un procédé. Ce soir on va parler d'Émile, mais pas que. De loup, mais pas que. De faits historiques établis, de lobbying, et d'une méthode industrielle, la même que celle du tabac dans les années 60 et 70, mais appliquée aux vivants. « 8 juillet 2023, Auvernais, Alpes de Haute-Provence. 17h30, un enfant de 2 ans et demi disparu. Le lieu, un hameau de montagne du sud-est de la France. 120 habitants. Disparu devant la maison de ses grands-parents. L'enfant joue à l'extérieur, les adultes rentrent quelques minutes. Lorsqu'ils ressortent, il n'est plus là. 17h40, le signalement est donné. 18h, la gendarmerie arrive. 18h30, des moyens aériens. Puis des centaines de bénévoles, des jours de recherche, puis des mois. Le 30 mars 2024, à 1 km 700 du hameau, un crâne va être retrouvé. Fissure postérieure au décès. Morsure et petite fracture probablement due à des animaux. Probablement. Au départ, il y a un lieu, le Haut-Vernay, une zone de moyenne montagne très boisée, peu habitée avec une faune bien présente. Dans un tel environnement, la question du loup se pose naturellement. Elle est d'ailleurs posée publiquement. Le maire évoque des loups aperçus dans le village peu de temps auparavant. Les attaques de bétail sont confirmées à une vingtaine de kilomètres. Ce n'est ni une rumeur, ni une extrapolation, c'est un contexte établi. Pourtant, très vite, l'enquête regarde ailleurs. Dès les premières communications, le cadre est posé. Un accident dissimulé, un enlèvement, une intervention humaine. Autrement dit, on cherche quelqu'un. À partir de là, la mécanique s'enclenche. On raisonne comme si l'enfant avait été accidenté puis déplacé, ou comme si quelque chose s'était produit dans le cercle des proches, de la famille. Les recherches, les moyens, les interprétations, tout s'organise autour de cette hypothèse. La piste animale n'est pas réfutée, mais elle est d'entrée reléguée. Elle n'est ni centrale, ni structurante au niveau de l'enquête. Elle ne dicte pas les choix opérationnels. Le loup n'est pas démontré impossible. Il est simplement écarté au profit d'un scénario jugé plus recevable, humainement, médiatiquement, judiciairement. Et lorsqu'une enquête choisit son récit trop tôt, elle finit presque toujours par lire les faits à travers ce filtre. Le problème ici n'est pas de trancher ce qui s'est passé. Le problème, c'est d'avoir écarté trop vite une hypothèse cohérente avec le terrain, au bénéfice d'une autre perçue comme plus probable. Ce n'est pas une accusation, c'est une erreur de méthode. Car une hypothèse qu'on ne travaille pas au départ, on ne peut plus vraiment la discuter par la suite. À ce stade, une enquête est ouverte. Les moyens engagés sont importants. Gendarmerie, pompiers, hélicoptères, bénévoles, des chiens de recherche parmi les meilleurs. Les chiens utilisés sont des Saint-Hubert, les meilleurs pisteurs. Leur mission est clairement définie. Suivre une trace, celle d'Émile, à partir d'une odeur de référence, fournie par la famille. Un linge que portait l'enfant, un vêtement, un drap, bref, son odeur.
Ce protocole repose sur une hypothèse simple, que l'enfant ait marché et qu'il ait laissé une trace exploitable. Les chiens travaillent plusieurs heures, puis plusieurs jours. Aucune piste concluante n'est relevée. L'enfant s'est volatilisé comme disparu. Comme enlevé. Enlevé. Enlevé par qui? Par quoi? Le loup étant écarté, on ne le recherchera pas. Il existe pourtant d'autres protocoles utilisés lorsque la disparition ne révèle pas d'un déplacement autonome, mais d'une prédation. Ils reposent sur d'autres types de chiens, formés non pas à suivre une victime, mais à localiser un prédateur. Ces protocoles existent, ils sont documentés, ils sont connus des services spécialisés. Mais ils ne seront pas déployés ici. La justification officielle tient en une phrase. La piste animale n'est pas prioritaire. Depuis un peu plus de 50 ans, le discours autour du loup a changé. Il a été réécrit. Ce qui est affolant, voire diabolique, c'est de fermer toutes ces vérités, de les ranger au rayon des légendes ou de la maladie. Alors que les attaques massives arrivent toujours par épisodes depuis la nuit des temps. Pour comprendre ce qui a été effacé, il nous faut revenir là où les faits ont d'abord commencé à être consignés. Avant les doctrines, avant les récits édulcorés, dans les archives. Paris, automne 1439. La ville est dense, enfermée dans ses murs, traversée de ruelles étroites. Le baron Haussmann n'arrivera que plusieurs siècles plus tard. La nuit tombe tôt, surtout en hiver. La guerre de 100 ans n'est pas terminée. La peur est donc une donnée ordinaire, mais ce qui survient cet hiver-là sort de l'ordinaire. Les loups sont entrés dans Paris. La Seine est gelée. En quelques jours, des enfants disparaissent, des chats, des chiens, puis des femmes, des personnes âgées sont traquées, dévorées jusqu'à l'intérieur des immeubles. Plus personne n'ose sortir de chez soi. Les attaques sont dispersées entre Montmartre et la porte Saint-Antoine. Les corps des adultes sont retrouvés dévorés, mutilés, parfois incomplets. Souvent, les enfants sont enlevés comme des agneaux et emportés. Les chroniques de l'époque parlent surtout d'un loup. Un loup et de sa meute. Il est reconnaissable car blessé. On le surnomme Courtauld. Le nom n'est pas symbolique. Il décrit une réalité physique. Sa queue a été sectionnée, vraisemblablement lors d'un combat ou par un piège à mâchoire. Ce détail revient dans tous les récits, tous les témoignages. C'est son signe distinctif, exactement comme on décrirait aujourd'hui un suspect. Les témoignages horrifiés s'accumulent. Les autorités ne parlent pas de rumeurs, elles consignent. En ce temps, un loup mangeur de gens qu'on appelait Courtauld fit plusieurs dommages en la ville de Paris, en dévorant hommes, femmes et enfants. Jean Chartier, chronique officielle du règne de Charles VII. Ce texte n'est pas une fable, c'est un document d'État. La ville est au ralenti, la terreur règne. Le 10 novembre 1439, une traque finira par bloquer la meute au niveau de ce qui est aujourd'hui l'hôtel de ville. Courtauld est abattu, ainsi que la majorité des loups de sa meute. Le corps est exposé publiquement, promené dans Paris, sa gueule grande ouverte sur une brouette. Ce geste n'a rien de folklorique, il a une fonction précise. Rassurer les Parisiens. On montre la bête pour prouver qu'elle est morte. On montre un cadavre pour fermer la séquence et reprendre une vie normale. La ville reprend son souffle. Les attaques cessent. Alors, le loup a peur de l'homme? Il le fuit? Ce que nous appelons aujourd'hui un mythe était alors traité comme un fait, documenté, traqué, neutralisé. Et surtout, personne ne s'est demandé si le loup fuyait l'homme.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Courtauld n'est pas une exception. Il est l'un des précédents. Un siècle plus tard, au sud de Paris, dans une région de plaine et de forêt, que l'on appelle le Gâtinais, les registres vont changer d'échelle. On ne parle plus de quelques victimes sur quelques semaines. On va parler en années, entre 1652 et 1657. 5 ans. Les attaques se succèdent sans interruption. Des villages sont touchés les uns après les autres. Les mêmes mentions reviennent ligne après ligne dans les registres paroissiaux. Les victimes sont presque toujours les mêmes, des enfants, des femmes seules, des adolescents gardant les bêtes. Les curés consignent, ils ne commandent pas, ils enregistrent. Marie Cochereau, dévorée par les bêtes féroces. Philippe Gaillard, enfant, mangé par un loup. Anne Richer, dévorée. Ces phrases ne cherchent pas à frapper. Elles cherchent à rester. À Videlle, le curé note tout. Nom, âge, lieu, état du corps. Il ne parle pas de légende. Il parle de ses paroissiens. D'autres témoins écrivent. Madame de la Guette évoque, elle, plusieurs centaines de morts. 300, peut-être plus, sur 5 années. Les chiffres varient selon les sources, mais la continuité ne varie pas. Les attaques sont constantes et elles cessent lorsqu'une bête est abattue. Le 18 avril 1653, un loup est tué. Il est empaillé, présenté au roi. Ce geste, là encore, n'est pas symbolique, il est politique. On montre l'animal pour mettre un terme à la séquence, comme d'habitude. Pour dire, cela s'arrête ici. Et cela, effectivement, va s'arrêter. Ce que racontent ces registres, ce n'est pas la peur. Il faut y voir la méthode. Le Gâtinais n'est pas, lui non plus, un cas isolé. Les archives françaises en comptent d'autres, beaucoup d'autres. Yvelines, 1677 à 1683. Les registres paroissiaux recensent 190 actes de sépulture liés à des attaques de bêtes féroces. Les victimes sont majoritairement des enfants. Les plaintes remontent jusqu'au pouvoir royal. Louis XIV ordonne des battues, il indemnise les blessés. 900 livres sont versés en 1682. Benay, en Touraine, 1693 à 1694. En un peu plus d'un an, 135 à 250 personnes sont tuées, selon les registres. Les registres utilisent toujours les mêmes mots. Dévoré, emporté, mangé par la bête. Les noms se succèdent. Marie Paquet, 14 ans. Un enfant, Beneston. Marie Tutti. Ils ne sont pas décrits, ils sont inscrits. Puis vient la plus célèbre. Celle du Gévaudan. 1764 à 1767. 112 victimes officiellement reconnues. Probablement davantage. La première est Jeanne Boulet, 14 ans. Son décès est consigné le 30 juin 1764, dans le registre de la paroisse de Saint-Étienne de Lugares. L'État mobilise. Des chasseurs sont envoyés. La traque va durer 3 ans. Un loup, plusieurs loups, peu importe. Ce qui importe, c'est que la question ne se pose même pas. On ne discute pas de savoir si l'animal oserait. On part du principe qu'il l'a fait. Ces affaires ont un point commun. Elles cessent lorsque une ou plusieurs bêtes sont abattues. Toujours. À ce stade, les protecteurs des loups ont une objection qui revient systématiquement. Elle est connue, elle est commode, mais elle est fausse. À minima, partiellement, cela rejoint ce que j'appelle le mensonge par omission, car il est volontaire. Ces attaques relevaient uniquement de la rage.
selon eux, d'animaux malades, de comportements aberrants. Cette objection a été examinée et précisément classée. Jean-Marc Morisseau ne parle pas du loup au singulier, ni d'un comportement uniforme. Son travail, brillant, distingue plusieurs types d'attaques, selon leur temporalité, leur mode opératoire et les victimes. Première catégorie, les loups enragés. Les archives les décrivent très clairement. Ce sont des attaques brutales, désordonnées, souvent en plein jour, et dirigées même étonnamment vers des hommes valides. La pire attaque en Bretagne fera plus de 50 victimes en une seule journée. Des adultes et des enfants mordus indistinctement. Des séquences courtes qui cessent avec la mort de l'animal. Deuxième catégorie, les attaques prédatoires, opportunistes. Celles-ci concernent majoritairement des enfants, plus vulnérables. Les enlèvements sont rapides. Les corps souvent emmenés loin du lieu de l'attaque, parfois retrouvés, parfois non. Mais une troisième catégorie traverse les archives de manière beaucoup plus inquiétante. Les loups anthropophages. Donc des loups qui chassent l'homme. Il ne s'agit plus d'accidents ni de maladies. Il s'agit d'un comportement installé, répété, appris. Ces loups s'attaquent aux humains comme à une proie. Enfants, femmes, hommes isolés. Les registres mentionnent des corps consommés, des restes partiels et dans certains cas une notation récurrente. La tête, seule, a été retrouvée. Cette mention apparaît dans des contextes variés, éloignés dans le temps et l'espace. Elle ne décrit pas une morsure, elle décrit une consommation. C'est précisément cette catégorie qui disparaît des discours contemporains, alors que la plus nombreuse dans les attaques de prédation que je viens de vous énumérer. Non parce qu'elle serait fausse, mais parce qu'elle rend justement impossible le récit d'un animal inoffensif par nature qui a peur de l'homme. Morisseau n'invente rien. Il cherche, il trouve, il classe, il distingue, il restitue ce que les archives disent. Ce qu'elles disent est plus complexe, plus dérangeant que le récit moderne qu'on nous sert. À ce stade, il n'est plus nécessaire de commenter ni d'interpréter. Les archives existent, elles sont datées, signées, et leur fonction n'a jamais été de convaincre, mais de conserver une trace administrative de faits jugés suffisamment graves pour y être consignés. Je tiens à le préciser parce que on n'est pas dans la lubie. Premier document, procès-verbal d'attaque concernant François Jacot, 10 ans, chargé de garder les vaches à l'écart du village. 3 loups l'ont attaqué alors qu'il se trouvait seul dans les champs. L'enfant a crié « Mon Dieu, mon Dieu !» Les animaux l'ont saisi et emporté dans les bois. Le corps a été retrouvé plus tard, partiellement dévoré. Deuxième document. Marie Minier, 11 ans. Après les recherches, le reste du corps n'a pas été retrouvé. La tête, seule, a été inhumée. Troisième document. Elisabeth Boët, 8 ans. On a retrouvé la tête, une côte et quelques boyaux. Le reste du corps a été mangé par 2 loups. Ces documents ne cherchent pas les faits. Ils ne décrivent pas une scène. Ils établissent un constat, avec les mots les plus simples dont dispose l'administration de l'époque. Ils ne parlent ni d'orage, ni d'animal blessé, ni de panique collective, ni de manque de gibier. Ils décrivent une scène répétée, une prise, un enlèvement, un déplacement,
hors de la zone humaine et une consommation partielle ou totale. D'autres documents du même type existent. Ils sont nombreux, dispersés sur plusieurs siècles, rédigés par des mains différentes, dans des régions qui n'ont rien en commun, sinon le fait d'avoir été confrontés au même type d'événements, des attaques de loups. Les formulations varient peu. Elles reviennent ligne par ligne avec une régularité qui n'est ni narrative ni symbolique, mais purement administrative. Emportée, dévorée, partiellement retrouvée. Seule la tête a été retrouvée. Dans plusieurs cas, les registres précisent que des adultes se trouvaient à proximité immédiate, parfois à quelques mètres. Cela n'a pas empêché l'attaque et l'enlèvement. Ces archives couvrent des périodes différentes des régimes politiques opposés, des sociétés rurales et urbaines. Elles décrivent pourtant des faits comparables, consignés sans débat, sans justification, sans tentative d'atténuation. Ce que l'on présente aujourd'hui comme une impossibilité limite biologique ou comportementale était pendant des siècles et des siècles une évidence administrative suffisamment établie pour ne pas être discutée ni remise en question. Quand j'entends souvent certains écologistes dire « ce sont des contes, des fables, petits chaperons rouges », n'oublions pas que ces contes et ces fables sont tirés justement d'histoires vraies. Si Mère Grand existe, si les trois petits cochons existent, c'est que les histoires existent, les faits existent, les comportements existent. Très souvent, j'ai remarqué cette inversion des faits qu'on retrouve sur bon nombre de sujets de société. Ce qui précède n'appartient pas uniquement au passé. Il existe des situations contemporaines où les mêmes faits sont consignés, non plus dans les registres paroissiaux, mais dans des rapports de police, des communiqués administratifs et des comptes rendus médicaux. En Inde, État de l'Uttar Pradesh, entre mars et septembre 2024. Sur cette période, une série d'attaques est enregistrée dans plusieurs villages et zones périurbaines. Les victimes sont principalement des enfants. Une femme adulte est également mentionnée. La chronologie est précise, les dates sont connues, les lieux identifiés. Le 10 mars, une fillette de 3 ans est enlevée alors qu'elle dormait au milieu de ses parents. Le corps ne sera jamais retrouvé. Le 17 juillet, un nourrisson d'1 mois est saisi, lui aussi pendant son sommeil, à proximité immédiate de la famille. Les parents étaient présents. Les semaines suivantes, d'autres enfants disparaissent dans des circonstances similaires, parfois en plein jour, parfois la nuit, toujours à proximité des habitations. Le 4 septembre, un garçon de 7 ans est emporté. Son corps est retrouvé partiellement le lendemain dans un champ de canne à sucre, à plusieurs kilomètres du lieu de l'enlèvement. Les autorités locales établissent rapidement un point commun dans ces attaques. Il ne s'agit ni d'animaux malades, ni d'actes isolés, ni d'un phénomène erratique. Les loups impliqués sont identifiés comme sains. Leur comportement est qualifié de prédatoire. Les rapports mentionnent des enlèvements rapides, souvent silencieux, souvent réalisés alors que les parents se trouvent à quelques mètres. La résistance humaine n'a pas suffi à empêcher la saisie. Un expert du Wildlife Institute of India est cité dans les documents officiels. Il ne parle pas de légende ni de mythe, mais d'apprentissage. Lorsqu'un prédateur apprend que les enfants constituent une proie accessible, comme le bétail, le comportement peut se fixer. La réponse administrative est immédiate, une opération est déclenchée. Nom de code BEDIA. 16 équipes sont mobilisées, drones, caméras thermiques, pièges, battus ciblés en quelques semaines. 5 loups sont capturés, un 6e restera en liberté.
les attaques cessent. Ces faits ne sont pas interprétés, ils sont consignés. Ils ne relèvent pas du folklore local, ni d'une tradition culturelle particulière, ni d'un rapport spécifique à l'animal. Ils décrivent un enchaînement déjà observé ailleurs, à d'autres époques, dans d'autres sociétés, comme chez nous. Ce qui se produit ici ne contredit pas les archives anciennes. Cela les prolonge. Après l'Inde, la distance cesse d'être un paramètre pertinent. Les mêmes faits apparaissent désormais dans des États européens, disposant de systèmes de suivi d'identification génétique et de protocoles vétérinaires avancés. Pays-Bas, province d'Utrecht. Réserve naturelle de Dantreck-Anschoten. Le 30 juillet 2025. Un enfant de 6 ans est attaqué à proximité immédiate d'un espace forestier fréquenté par le public. L'enfant est saisi, mordu, traîné sur plusieurs mètres, avant que les adultes n'interviennent en se jetant sur l'enfant, l'empêchant d'être emporté. L'intervention humaine mettra donc fin à l'attaque. L'enfant, sévèrement mordu, survit. Les autorités ouvrent une enquête. Des prélèvements sont effectués. L'analyse ADN est confiée à l'université de Wageningen. Résultat confirmé. L'attaque est imputée à un loup identifié, répertorié, sous le code GW 3237M, surnommé Bram. L'animal n'est pas enragé. Il ne présente aucun signe de pathologie particulière. Les rapports mentionnent un comportement déjà observé auparavant chez le même individu. En mai 2025, ce loup a mordu un jogger. À plusieurs reprises, il a attaqué des chiens, y compris tenus en laisse avec le maître à côté, à proximité de zones habitées. Dans un cas documenté, un chien est saisi et emporté pour être dévoré à l'intérieur du massif forestier. Ces éléments sont consignés, eux aussi. Ils ne relèvent pas d'un événement unique. Le gibier est présent, nombreux. Face à la répétition des faits, les autorités néerlandaises accordent donc une autorisation de tir. La décision n'est pas présentée comme punitive, mais comme une mesure de gestion du risque. Le loup est alors abattu. Les attaques cessent. Ce dossier ne relève ni du Moyen Âge, ni d'un contexte rural isolé, on n'est pas en pleine montagne, ni d'un déficit de moyens scientifiques, c'est un loup suivi. Il concerne un État européen contemporain, doté de protocoles de protection, d'outils de suivi et d'une législation environnementale avancée. Les faits sont reconnus. L'animal identifié. La responsabilité est établie. La gestion s'ensuit. La question: en avez-vous entendu parler? Non. Alors, à ce stade, une question subsiste, non pas biologique, mais idéologique. Pourquoi ces faits sont-ils traités comme des anomalies, alors que d'autres récits sont massivement diffusés? C'est exactement ce qui ouvre le prochain chapitre. Je vais l'appeler le mythe de Yellowstone.